Michel Seymour, département de philosophie, Université de Montréal. Il est maintenant devenu habituel de dire que la démocratie ne doit pas se réduire à un vote à tous les 4 ans. En plus de la démocratie représentative, il faut une démocratie participative, dit-on. Mais la participation des citoyens ne doit pas être concrétisée n'importe comment. Elle doit aussi respecter certaines règles de la démocratie délibérative. Et tout cela ne doit pas nous faire oublier d'améliorer la démocratie représentative elle-même. On pourra exiger alors la mise en place d'un système partiellement proportionnel. On peut imaginer des élections à 2 tours et des élections à date fixe. On doit en principe autoriser les référendums d'initiative populaire. Et puis, si l'on adoptait la terminologie marxiste, il faudrait compléter ce tableau en distinguant la démocratie formelle de la démocratie réelle, cette dernière recouvrant des aspects que nous associons désormais à la justice sociale. Aurait-on alors épuisé le sujet, fait le tour de la question? Je pense que non. Nous avons encore escamoté le peuple. Nous avons oublié la volonté populaire, le droit à l'autodétermination des peuples. Voilà un aspect essentiel de la démocratie qui ressort lorsque l'on se retrouve dans un État multinational ou dans des organisations supranationales. S'il faut tenir compte des citoyens eux-mêmes lorsqu'il est question de démocratie à l'intérieur d'une société, il ne faut pas oublier de tenir compte des intérêts du peuple, surtout si ce peuple se trouve inscrit dans un État où cohabitent plusieurs peuples, ou lorsqu'il se trouve rassemblé avec d'autres peuples dans la grande famille des peuples. La question se pose toutefois d'emblée. La démocratie des peuples ne se réduit-elle pas à la démocratie au sein des peuples? La volonté du peuple n'est-elle pas, après tout, la somme ou l'agrégat des volontés individuelles? Eh bien non. Il ne faut pas confondre les intérêts d'un orchestre avec les intérêts des musiciens au sein de l'orchestre. Et si l'on dit cela, ce n'est pas pour affirmer que les intérêts de l'orchestre relèvent du chef d'orchestre. Il ne s'agit pas de faire reposer la volonté du peuple sur l'interprétation qu'une certaine élite s'en fait. Les élites ne savent pas plus que le peuple ce qui est bon pour le peuple. Mais même si tous les citoyens sont appelés à se prononcer sur les intérêts du peuple, les intérêts dont il est question sont les intérêts du peuple. Les citoyens ne doivent pas ramener les intérêts du peuple à leurs intérêts individuels. Ils ont certes à se poser constamment des questions concernant leurs propres intérêts individuels ainsi que concernant les intérêts individuels des autres citoyens. Mais ils doivent aussi s'interroger concernant les intérêts de leur peuple, de même que concernant les intérêts des autres peuples. Ce sont là des questions très différentes qui sont tout autant essentielles. Nous ne sommes pas des atomes. Aucun être humain n'est une île. Nous avons alors en fait une double nature. Nous sommes premièrement au fond semblables aux autres humains de la Terre et en ce sens nous sommes tous des citoyens du monde. Mais en un autre sens, nous sommes aussi les parties d'un tout, des êtres d'appartenance à une entité qui nous dépasse dans l'espace et dans le temps. Cette entité, c'est notre nation, notre peuple. On peut se représenter comme n'étant, en un certain sens, que la partie d'un tout, pourvu que l'on soit aussi, en plus, considéré comme un individu à part entière, semblable aux autres individus de la Terre. Telle est la double réalité des personnes que nous sommes. Ne peut-on pas, après tout, être à la fois membre d'un orchestre et faire une carrière solo? Contrairement à ce qu'avançait John F. Kennedy, vous avez le droit de demander ce que le peuple peut faire pour vous. Mais avec John F. Kennedy, il vous faut aussi vous demander ce que vous pouvez faire pour votre peuple. Le musicien peut se demander ce qui est bien pour lui dans l'orchestre et ce qui est bien pour les autres membres de l'orchestre, mais il peut et il doit aussi se demander ce qui est bien pour l'orchestre et bien pour les autres orchestres. Les décisions prises démocratiquement en fonction des intérêts de l'orchestre ne sont pas le résultat de décisions mettant en jeu les intérêts individuels. Si la volonté du peuple est d'une certaine manière agrégative, il s'agit de l'agrégat des interprétations concernant les intérêts du peuple lui-même et non concernant les intérêts des citoyens.
La volonté du peuple peut impliquer des contraintes, des obligations, des devoirs que les membres peuvent s'imposer volontairement. Ces contraintes peuvent être acceptables même si elles vont à l'encontre de certains intérêts individuels, pourvu que les limites imposées aux libertés individuelles soient raisonnables. En somme, il n'y a pas que les libertés négatives qui impliquent de ne pas être dérangé dans sa liberté par autrui. Il y a les libertés positives qui impliquent des responsabilités assumées pour faire fonctionner la société. Il n'y a pas que la liberté des modernes caractérisée par nos chartes de droits et libertés. Il y a aussi la liberté des anciens caractérisée par des devoirs et des responsabilités. Il n'y a pas que la liberté des individus, il y a aussi la liberté des peuples. La démocratie exige que l'on parvienne à concilier les intérêts des personnes avec les intérêts des peuples. La démocratie est le respect de l'autonomie de tous les agents. Mais dans une société multinationale, il faut aussi tenir compte de l'autodétermination des peuples. La démocratie requiert aussi la liberté des peuples. La démocratie exige une politique de la reconnaissance de l'ensemble des agents au sein de la société. Mais les peuples sont tout autant que les personnes des agents moraux et comme les personnes, ils ont besoin aussi de reconnaissance. Or, si plusieurs citoyens rayonnent à l'étranger, plusieurs citoyens québécois rayonnent à l'étranger et poursuivent une carrière florissante sur les diverses scènes du monde, le peuple du Québec, lui, est encore absent sur la scène internationale. Et il est en mal de reconnaissance. En tant que personne, nous avons besoin de la reconnaissance des autres dans notre vie privée et dans notre vie publique de citoyens. De la même manière, les peuples ont besoin de la reconnaissance par la communauté internationale pour accéder à la souveraineté politique. Et ils ont besoin de la reconnaissance de l'État dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils ne sont pas souverains. Si l'État dans lequel ils se trouvent ne reconnaît pas formellement leur existence, ils ont alors le droit de chercher à obtenir la reconnaissance de la communauté internationale en devenant souverain. J'ai, par le passé, contribué bien modestement à faire avancer cette cause. Mais depuis quelques années, je me suis mêlé aussi à d'autres combats. Je me suis porté à la défense de la chaîne culturelle de Radio-Canada pour contrer l'inculture déchaînée radio-canadienne. Je me suis porté à la défense d'un cours d'histoire nationale enseigné au secondaire dans lequel on n'aurait pas peur de faire référence à notre nation. Je me suis battu en faveur d'une conception inclusive du peuple qui reconnaîtrait en même temps la diversité culturelle au sein de ce peuple. Je me suis porté à la défense de nos amis auteurs de l'ouvrage Noir Canada et de la maison d'édition Éco-Société qui faisaient face à une poursuite bâillon de 6 millions initiée par l'entreprise minière Barrick Gold et qui font toujours face à une poursuite de 5 millions initiée par la compagnie Banro en Ontario. Je me suis opposé à la dérive immobilière de l'Université de Montréal qui veut vendre au groupe Catania le bâtiment patrimonial, le 1420 boulevard Mont-Royal, et qui veut maintenant développer à la gare de triage d'Outremont un second campus dont les coûts estimés en 2007 à 840 millions sont maintenant estimés à 1,6 milliard en 2012. Je m'associe depuis peu à tous les groupes citoyens qui se battent pour la démocratie à l'échelle municipale et qui s'opposent au projet de loi 47 du gouvernement libéral visant à créer des zones franches d'approbation référendaire permettant au conseil de ville de modifier le zonage de bâtiments patrimoniaux sans avoir à enclencher un processus d'approbation référendaire. J'ai plus récemment, comme tant d'autres, accompagné les étudiants dans leur lutte contre la hausse des frais de scolarité. J'ai aussi
J'ai aussi dénoncé la conception entrepreneuriale de l'université. Et je répondrai aussi le 22 avril prochain, à l'occasion de cette marche extraordinaire dans les rues de Montréal, organisée par Dominique Champagne. Bon, alors, vous allez me demander, mais qu'est-il advenu de mon implication dans le combat pour la souveraineté de notre peuple? Et je vous répondrai qu'elle se poursuit au travers de toutes ces luttes particulières. Je ne sais pas si le printemps 2012 est le printemps de notre peuple. Annonce-t-il son réveil? Peut-être que non, peut-être que oui. Mais chose certaine, il ne faut pas cesser de se battre, car ce combat est un combat pour la démocratie. La souveraineté des peuples est aussi une affaire de démocratie. La définition classique de la démocratie stipule que celle-ci est la souveraineté exercée par le peuple. Mais l'accession d'un peuple à sa pleine et entière souveraineté est aussi une manifestation de la démocratie. Merci.